Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Messieurs, Mesdames, chers amis, au nom de l'Académie royale de médecine, je tiens évidemment à remercier Peter Piot d'avoir accepté notre invitation, malgré un horaire des plus chargé, parce qu'il revient à peine maintenant de Singapour, si j'ai bien compris, d'après ce que tu m'as dit hier. Hein. C'est pour moi évidemment un privilège de présenter Peter Piot, mais est-ce que c'est nécessaire? Vous devriez me répondre. Car, comme vous le démontre la première diapositive que je vais vous montrer, vous voyez d'après le journal Le Soir que Peter Piot fait partie du top 100 qui ont marqué l'année 2014. Il y occupe la 68e place, juste au-dessus de Joël Milquet. Quelques mots sur sa carrière et sur ses études. Peter Piot obtient son diplôme de médecine à l'Université de Ghent et sa spécialisation en médecine tropicale en 1974 à l'Institut de médecine tropicale et plus tard un doctorat à l'Université d'Anvers en microbiologie. Mais dès 1974, et j'étais là donc je peux en témoigner, ce brillant étudiant est remarqué par le professeur Patin, qui l'engage immédiatement comme assistant, alors que j'étais moi-même aussi assistante dans ce service. Donc, on se connaît donc depuis 40 ans. Tu te rends compte, on ne rajeunit pas. Hein. Les premiers échantillons de sang provenant d'une religieuse de Yambuku, gravement malade, arrivent à l'IMT en 1976, dans des conditions que je passerai sous silence. Je sais qu'on ne peut pas rire de tout, mais je voudrais quand même vous partager un quiproquo assez comique. Il y a beaucoup de néerlandophones ici dans la salle, donc vous allez bien comprendre. Les échantillons arrivent à la réception de l'Institut de médecine tropicale. La réceptionniste téléphone au laboratoire dit « Er zijn virussen toegekomen ». La personne qui entend ça comprend qu'il y a 4 Russes qui sont venus en stage et pose la question au professeur Patin s'il attend 4 Russes. Évidemment, il n'était pas très content, mais c'était très comique. Peter Piot a participé à la découverte donc, de ce virus Ebola et s'est directement porté volontaire pour aller étudier la maladie sur le terrain. Mais mis à part l'Ebola, ces activités scientifiques sont multiples et concernent principalement la santé publique, les maladies sexuellement transmissibles, le sida, et il participe aussi à l'identification du VIH. De 1992 à 1994, il est nommé par l'OMS directeur associé du Global Program on AIDS. De 1995 à 2008, il devient directeur fondateur de l'ONU-SIDA et sous sa direction, les avancées dans la lutte contre le sida au niveau mondial ont été vraiment décisives. De 2008 à 2011, il fut président de la Fondation Jean Baudouin et depuis octobre 2010, le professeur Piot est donc directeur de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Il est membre de nombreuses académies et docteur honoris causa de 7 universités, dont une belge, la VUB. Sa prestigieuse carrière est couronnée par de nombreux prix et titres honorifiques, dont la liste est vraiment très impressionnante et que je ne reprendrai pas. Parmi ses souvenirs marquants, d'après ce qu'il nous avait dit hier soir, citons ses conversations scientifiques avec l'empereur du Japon, lors de la remise d'un prestigieux prix, le Noguchi Africa Prize for Medical Research en 2013. Il reçoit aussi la même année le prix Prince Mahidol Award. En 1995, il est élevé au rang de baron par le roi Albert II. Il est l'auteur de plus de 500 articles, dont 10 en 2014 consacrés à l'Ebola, dans des revues aussi prestigieuses que Nature, Science, The Lancet, The New England Journal of Medicine. Il est aussi l'auteur de 16 livres, dont le best-seller No Time to Lose, qui paraîtra en français en mars prochain chez Odile Jacob sous le nom « Pas de temps à perdre ». Il y relate avec brio une vie où la science se conjugue avec l'engagement personnel, comme le dit d'ailleurs l'article dans Le Soir. Et très récemment, il a été nommé par l'OMS président du comité scientifique Ebola et il est impliqué dans les évaluations et les essais cliniques des vaccins. Donc je pense qu'on n'aurait pas pu mieux choisir que d'avoir Peter Piot pour parler de l'Ebola et d'introduire cette séance. Mais, comme notre horaire est très chargé, no time to lose, pas de temps à perdre, donnons-lui directement la parole.
Merci beaucoup Françoise et merci pour nous convoquer ici autour d'un sujet qui va continuer encore, je pense, pour beaucoup de temps, malgré les nouvelles qui apparaissent dans les journaux que ça soit fini. C'est comme ça me fait penser aux nouvelles que la fin du sida, et ça aussi c'est un mensonge en fait. Monsieur le Président, secrétaire perpétuel et chers amis, la vie peut être pleine de surprises. Quand j'étais en dernière année de médecine à Gand, je parlais à plusieurs professeurs pour ce qu'on appelle aujourd'hui career counseling, un mot qui n'existait pas à l'époque, et le verdict était unanime, il n'y a pas d'avenir dans les maladies infectieuses, ce que je voulais faire, parce qu'on a quand même des antibiotiques, des vaccins et l'hygiène. Donc, il ne faut pas perdre votre temps pour investir. Mais comme je suis assez têtu, je me suis lancé dans la microbiologie et les maladies infectieuses à l'Institut de médecine tropicale. Et 2 ans après, les 4 Russes sont arrivés dans un thermos chinois, mais ce n'était pas celui-ci. Ça, j'ai pris de Google, de l'Internet, parce qu'on n'a malheureusement pas de photo de thermos original. Et donc 2 ans après qu'on m'a dit que c'est la fin, qu'il n'y a pas d'avenir dans les maladies infectieuses, notre équipe, avec notamment le professeur Patin et Guido van der Groen, on avait isolé un virus. Et c'est en fait c'était un échantillon qui était envoyé par la Sabena, qui n'existe plus, venant de Zaïre, un pays qui a changé de nom entre-temps, et qui était d'une sœur catholique, missionnaire, qui était morte d'un syndrome qu'on pensait être la fièvre jaune, point d'interrogation, fièvre typhoïde. Et donc, vous voyez ici, ce sont les premières observations par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui était le premier à aller sur place pour investiguer cette mystérieuse épidémie autour d'un village qui s'appelle Yambuku, dans le nord du Zaïre. Et ils ont même fait des autopsies, pris des biopsies, donc en fait sans précaution, sans protection particulière, et je crois que c'est assez proche du miracle que personne n'était infecté. Et donc nous, on n'avait aucune idée avec quoi on travaillait. Et après une bonne semaine, des effets cytopathogènes sont apparus dans les cellules qu'on avait inoculées avec les échantillons, et aussi des souris, des souris nouveau-nés étaient morts de quelque chose, et c'est de là qu'on a sorti un virus qui ressemblait à rien ce qu'on connaissait. Et pour les jeunes ici, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de Google. On devait aller à la librairie pour consulter un atlas de virologie, et on voyait qu'il n'y avait qu'un seul autre virus qui ressemblait à ça, parce qu'en général, les virus, ce sont des sphères ou en forme de cristal. Et ça, c'était le virus de Marburg, qui avait causé une épidémie dans la ville de Marburg et en Yougoslavie, un pays qui n'existe plus non plus. Et parmi des gens qui travaillent dans un laboratoire qui fabrique des vaccins contre la polio sur base de cellules rénales de singes. Nous, on a dû arrêter toute investigation à ce moment-là, parce qu'il était clair qu'il s'agissait d'une fièvre hémorragique. L'OMS nous disait d'arrêter et d'envoyer les échantillons à
à Porton Down et à Atlanta. Donc c'était les seuls laboratoires qui étaient autorisés, dans le monde occidental en fait, pour travailler avec des virus très pathogènes. Et donc vous voyez ici, c'était le docteur Kutei de l'hôpital, la clinique Ngaliema à Kinshasa, qui avait vu la patiente et qui avait prélevé les échantillons et aussi ce qui nous a permis en fait d'isoler le virus. Ce n'est qu'après au CDC à Atlanta que l'équipe de Carl Johnson a pu confirmer qu'il ne s'agissait pas du virus de Marburg, mais d'un nouveau virus qui, après, on a appelé Ebola. Pourquoi Ebola? Bon, en général, les virus à cette époque-là étaient soit appelés selon celui qui avait découvert le virus, mais c'est considéré la mauvaise. Maintenant, ça c'est du mauvais goût. Ou bien l'endroit où le virus a été isolé, mais on pensait que ce serait beaucoup trop stigmatisant pour appeler le virus, le virus de Yambuku. Parce qu'on sait que, par exemple, le virus de Lassa, qui est appelé selon l'endroit Lassa, et quand on dit, se présente, on dit je viens de Lassa, tout le monde commence à se retirer. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on a choisi une rivière qui est assez proche de Yambuku. Et voilà, c'est une photo de cette rivière au nord de Buku. Par un hasard extraordinaire, en fait, en même temps qu'il y avait cette nouvelle épidémie Ebola au Congo, enfin au Zaïre, ici vous voyez, il y avait une épidémie d'Ebola qui sévissait au Sud-Soudan. À l'époque, c'était encore le Soudan, et autour de Maridi et Nzara. Et là, il y avait une autre équipe qui investiguait cette épidémie. Et ce qui était intéressant, c'est que le taux de mortalité était beaucoup plus bas au Soudan, enfin beaucoup plus bas, c'était encore 60%, comparé à 90% au Zaïre. Et les deux équipes s'accusaient mutuellement d'incompétence et de ne pas avoir fait de travail, mais qu'est-ce qu'on a vu plus tard? Qu'il s'agissait de deux virus différents, deux types d'Ebola différents, et le type Zaïre est le plus létal, et le type Soudan est un peu moins létal. Tout de suite, ou une semaine après l'isolement du virus, une équipe est arrivée à Kinshasa, une équipe de l'OMS avec Pierre Sureau de l'Institut Pasteur et aussi avec le CDC d'Atlanta, et se réunissaient à une institution, une organisation qui s'appelait FOMETRO, dirigée par le docteur Jean-François Ruppol, et avec les autorités zaïroises. Et c'était un comité de crise parce que la grande peur était que le cas importé, de cette sœur importée de l'Équateur à Kinshasa, allait causer une grande épidémie. Et il y avait déjà un cas secondaire, une infirmière de la clinique Ngaliema qui était infectée en prenant soin de cette sœur. Et donc une équipe est restée, la plupart des gens sont restés à Kinshasa, et une petite équipe dont je faisais partie est partie dans l'Équateur, et tout se passait autour de cette mission qui s'appelait donc Yambuku, mission classique, les pères dans un couvent, les sœurs dans un autre couvent, et une école, un hôpital et une coopérative agricole, et une église bien sûr. Mais de la mission, 4 sœurs étaient mortes
de cette épidémie et un père. Il s'agit c'est vraiment, on est dans la forêt équatoriale où les gens vivent en contact très très intense avec la nature, tout ce qui se passe dans la forêt. Et quand on est arrivé, ça c'était l'équipe initiale, dirigée par le docteur Joel Bremen du CDC et avec le docteur Massamba et le docteur Cotte du Congo. Et les sœurs avaient lu dans un livre qu'en cas d'épidémie, il faut instaurer un cordon sanitaire. Alors, elles s'étaient enfuies dans la maison de passage et avaient mis un cordon sanitaire autour de la maison. Voilà le cordon sanitaire. Et avaient mis un message en disant que arrêtez-vous ici, tout le monde qui se rapproche de nous va mourir. Et donc c'était vraiment, elles attendaient la mort. Et moi j'avais 27 ans, je sautais au-dessus du cordon sanitaire et je dis voilà, en flamand, parce que j'entendais par leur accent qu'elles étaient de la campine, on vient arrêter cette épidémie, ne vous inquiétez pas, oui, quand on a 27 ans, on pense qu'on peut faire tout. Et tout de suite, on avait plusieurs objectifs pendant cette mission initiale. D'un côté, voir s'il y avait toujours une épidémie, documenter, et on n'avait aucune idée comment ça se transmettait. Donc, d'isoler les patients et instaurer des mesures de quarantaine, parce qu'on n'avait pas de meilleures idées, et aussi vérifier que, effectivement, confirmer qu'on puisse isoler le virus de ces patients. Et donc, on a vu plusieurs patients, mais l'hôpital était vide. Les gens avaient déjà vu qu'il y avait un problème à l'hôpital, et en plus, 11 des 17 membres du personnel de l'hôpital étaient morts de cette épidémie. Et ces patients, beaucoup saignaient, et la mortalité était effectivement très élevée. Et en termes d'image clinique, sur base d'à peu près 300 patients, on voyait que ça commençait comme une banale infection virale, fièvre, céphalée, myalgie, etc. Et ce n'est qu'après 3-4 jours qu'il y a une infection de tous les organes et avec comment on appelle ça, une coagulation disséminée intravasculaire. Comment est-ce qu'on se protégeait? Bon, à gauche, ça c'est Pierre Sureau de l'Institut Pasteur, et à nous deux, ça c'était l'équipement qu'on avait, un masque chirurgical, des lunettes et des gants, c'est tout. Ça, comparé à ce qu'on utilise aujourd'hui comme protection minimale. Mais la grande différence, c'est qu'on isolait les patients dans leur maison, dans leur case, donc pour minimiser l'exposition aux autres et à nous-mêmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à une épidémie de transmission inconnue? Parce que c'est ça, c'est la grande question. Alors, on essaye de l'identifier en 3 termes. Ce qu'on appelle en anglais time, place and person, en termes de temps, de location, de place et de personnes. Et après quelques jours, on a pu faire une courbe épidémique et vous voyez, ça avait commencé fin août, on est arrivé à peu près ici. Donc ça, c'est le meilleur moment pour des épidémiologistes d'arriver, parce que si on arrive ici, on est viré à ce moment-là parce qu'on dit qu'on n'a rien fait, et si on vient ici, on pense que c'est grâce à vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, par le temps, primo, ça nous a confirmé qu'il s'agissait d'un phénomène assez récent et qu'il y avait un pic autour de la fin septembre et qu'après, ça est tombé. Et la question alors est là, qu'est-ce qui s'est passé fin septembre?
Et ce qui s'est passé, c'est que l'hôpital a été abandonné et ça a eu un impact. Ça, c'était première observation. Deuxièmement, c'était identifier d'où viennent les patients. Et il n'y avait pas de laptop et d'ordinateur, rien du tout. Hein. On faisait tout à la main. On voyait que les patients venaient surtout des environs de la mission de Yambuku. Ça, c'était deuxième observation. Et troisième, et le plus important, c'est que on fait une analyse très très simple de des gens qui sont affectés, dans ce cas qui sont morts en général, comme le taux de mortalité était de 90%, et on divise ça en âge et sexe. Oups. Et qu'est-ce qu'on voyait? Tout d'abord qu'il y avait plus de femmes que d'hommes qui étaient mortes d'Ebola, et qu'il y avait en fait assez peu d'enfants, parce que la distribution d'âge dans cette région est complètement différente de ce qu'on voit ici. Et tout d'abord, ça nous suggérait que très très peu probable qu'il s'agissait d'une transmission par moustique, etc. Parce que pourquoi est-ce qu'elle ne piquerait pas les enfants? Et surtout, les enfants, c'était plutôt les nouveau-nés. Et deuxièmement, entre 15 et 29 ans, il y avait 2 fois plus de femmes que d'hommes. Comme on était un groupe d'hommes, ça nous a pris plusieurs heures de comprendre quelle est la différence entre une femme et un homme à cet âge-là. Et les femmes, bien sûr, peuvent être enceintes. Et puis on a vérifié tout à partir des données récoltées dans le village et les dossiers de l'hôpital. Et effectivement, l'excès en femmes, c'était quasiment toutes des femmes enceintes ou qui venaient d'accoucher et qui avaient visité, été à la consultation prénatale de Yambuku. Et tout ça, on a pu collecter et identifier en 3 jours. Et donc ça, c'était la question alors, mais qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? Qu'est-ce qui se passait à cette consultation prénatale? Et ça a pris plusieurs semaines. Alors, ce qui se passait, c'est que la mère supérieure, chaque matin, distribuait 5 seringues et aiguilles aux infirmiers. Et ces seringues et aiguilles étaient réutilisées tout le temps. Et tout le monde recevait une injection avec en général des choses qui sont complètement inutiles. C'était des vitamines, du gluconate de calcium et des choses comme ça qui donnent un peu de chaleur. Et donc, c'était une consultation très populaire. Et une de ses conclusions pour la vie, pour moi, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, parce que ces sœurs faisaient vraiment un travail fantastique, mais il faut aussi avoir un minimum de compétences, parce que dans ces cas-là, ça a vraiment amplifié l'épidémie. Mais deuxièmement, on voyait, et ça vient de Kikwit, et c'est le cas dans chaque épidémie depuis lors, les soignants sont les plus touchés. En Afrique de l'Ouest, par exemple, pour le moment, il y a plus de 600 médecins, infirmiers, autres soignants qui sont morts d'Ebola. Et c'est ça qui fait, en fait, l'impact d'Ebola. Parce que avec 9000 morts en 13 mois dans 3 pays à l'échelle nationale, c'est pas énorme. Il y a probablement plus de femmes qui sont mortes lors d'accouchements ou d'enfants qui sont morts de malaria entre-temps. Mais Ebola a complètement fait imploser le système de santé, parce que ça tue les soignants, donc la première ligne pour les soins de santé. Ici, à Kikwit, tout a commencé par, en fait, quelqu'un au laboratoire, et puis les soignants, ça a causé la mort de plusieurs personnes. Et c'était donc la même chose
à Yambuku. Et troisième, donc ça, prendre soin, soigner quelqu'un, ça c'était un autre facteur de risque de transmission. Et troisièmement, les gens nous racontaient que après un enterrement, 1 semaine, 2 semaines après, il y avait beaucoup de malades parmi les gens qui participaient à l'enterrement et qui touchaient le corps, etc. Donc ça c'est toujours la base de nos connaissances épidémiologiques et la transmission d'Ebola en Afrique. Le taux de mortalité était de 100% dans cette épidémie-là parmi les gens qui étaient infectés par injection, sans doute parce que la dose initiale est énorme et tout de suite dans le système immunitaire en fait et autour de 90% au taux total. Entre-temps, on sait un peu plus de l'excrétion et la contagion des patients infectés par Ebola, et on en entendra un peu plus, mais en principe, le virus est détectable qu'à partir de l'apparition de symptômes. Bien sûr, il doit être là avant, et on a besoin de tests qui sont beaucoup plus sensibles. On a, ça c'est d'une autre épidémie à Gulu en Ouganda, et qu'on peut isoler le virus, ça c'est de plusieurs espèces, la salive, l'urine, après ça a été détecté, les maternelles, le sperme, et après ça a été détecté aussi du vagin. En moyenne, dans la première épidémie, à peu près 5% des gens qui avaient un contact avec un malade sont infectés elles-mêmes, mais il faut vraiment nuancer ça parce qu'il y a beaucoup plus de degrés différents de ce contact. On n'avait aucune idée de ce qu'on pouvait faire en termes thérapeutiques. Il n'y avait pas de soins intensifs ni de centre de traitement Ebola que MSF a développé pour toutes les épidémies suivantes. Mais ce qu'on disait sur base de l'expérience de fièvre hémorragique en Amérique latine, c'est que le plasma, le sérum convalescent, contient probablement des taux d'anticorps neutralisants très élevés et qu'on a dû donc instaurer un programme de plasmaphéreses avec des survivants. Il y en a 2 ici. Et ensuite, à Kikwit, en 95, ça a été utilisé. En fait, ça c'était le sang entier de convalescents et dans un essai, mais qui n'était pas, disons, un essai classique, mais 7 des 8 personnes ont survécu, mais on n'a pas assez d'idées sur le taux de sévérité clinique, etc. Mais c'est sur base de ça qu'on a une raison vraiment très forte pour tester cette approche thérapeutique, et je crois qu'on va en parler plus tard. Maintenant, avant de parler quelques minutes de ce qui se passe aujourd'hui, un peu de théorie, parce que, en fait, Ebola est très létal comme virus, comme c'est une des maladies infectieuses les plus mortelles, mais en fait, ce n'est pas tellement contagieux à l'époque, à l'échelle d'une population. Et le taux de reproduction, reproductive rate, R0, dépend en fait de 3 facteurs selon la théorie de Anderson et May. C'est la probabilité de transmission, et dans le cas d'Ebola, il faut vraiment un contact très proche avec un patient, avec de la salive peut-être, mais je veux dire avec tout ce qui est contagieux, ou par des injections comme on a vu, mais ça n'a pas été
le cas dans pas mal d'autres épidémies. Deuxièmement, le nombre de contacts qui est en fait assez limité, sauf pendant certains enterrements, mais en termes de contact direct pour les soignants, c'est limité. Et troisièmement, la durée de l'infectiosité, et comme on meurt en 1 semaine, 2 semaines, c'est pas énorme. C'est pas comme le VIH où la probabilité de transmission est très basse, mais le nombre de contacts peut être énorme parce qu'on est asymptomatique et la durée de l'infectiosité est peut-être de 10 ans, 15 ans. La rougeole, par exemple, est beaucoup plus contagieuse. Donc, en principe, c'est facile à contrôler. Je crois que ça vaut la peine de discuter pourquoi est-ce que ça n'a pas été le cas en Afrique de l'Ouest ici. Au début, d'où vient le virus? Parce que nous, on n'est pas un bon hôte pour Ebola, parce qu'un hôte qui est tué en 1 semaine, c'est pas l'idéal, parce que les virus doivent toujours chercher un autre hôte. Au début, le singe vert était accusé parce que c'était à cause du Marbourg, mais ici, vous voyez, ça, c'est un singe qui en vend, et aussi après, maintenant, on a isolé non pas isolé, on a détecté l'RNA de chauves-souris, de certains chauves-souris, mais on n'a pas encore vraiment confirmé par isolement du virus que ça soit le réservoir. Tout ça, c'est... À l'époque, il y avait quelques petits rapports dans la presse flamande, parce qu'il y avait des missionnaires flamandes, et dans le New York Times, j'ai trouvé à l'époque à peu près 15 lignes en tout pour parler de cette épidémie. Quelle différence avec aujourd'hui? Ça, c'est une des grandes... Et tout a été publié dans un livre édité par Stéphane Paten. Et aussi, je dois dire qu'il y avait une très bonne collaboration entre toutes les équipes et on s'était mis d'accord dès le début qu'il y aura une seule publication sous le nom de la Commission internationale sur la fièvre hémorragique. Et contrairement à aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas assez d'ouverture dans ces collaborations. Alors, depuis 1976, il y a eu à peu près 25 épidémies d'Ebola. En général, presque tous, enfin, toutes jusque maintenant en Afrique centrale, donc surtout au Congo, Ouganda, Sud-Soudan, Congo et Gabon, et un seul cas en Côte d'Ivoire, mais avec un virus complètement différent, et avec un total de morts d'à peu près 1500 morts au total, donc en moyenne une quarantaine de morts par an en moyenne. Donc on ne peut pas dire que ça soit un problème de santé publique jusqu'ici. Alors tout a changé il y a un peu plus d'1 an et vous voyez ici que, comme on le sait maintenant, que c'est en décembre 2013 que ça a commencé en Guinée, Kégou, dans cette région, et que après 3 mois, le diagnostic a été posé. Là, on peut encore comprendre, ça a pris du temps parce qu'on trouve qu'on cherche ce que l'on cherche et on ne pensait pas que Ebola existait en Afrique de l'Ouest. Mais tout ce qui se passe après, là, je crois qu'il n'y a pas d'excuse pour le retard de la mobilisation internationale. En fait, il n'y avait que MSF qui a vraiment pris ses responsabilités et aussi alerté ou essayé d'alerter le monde. Et vous voyez que c'est ici, en mai-juin, que vraiment ça a démarré avec un pic et que maintenant on est en train que la situation est en train de s'améliorer, certainement au Libéria. Ce sont les dernières données de l'OMS de la semaine passée et vous voyez qu'au Libéria, on est maintenant à très très peu de cas. En Guinée, ça continue, mais à un niveau beaucoup plus bas, et ça a toujours été comme ça. Et en Sierra Leone, c'est maintenant le pays où il y a le plus de cas, et on va en parler en plus de détails. Donc, plus de 9000 morts, et
C'est ça la situation actuelle. La distribution a toujours été assez inégale, mais aussi, pour la première fois, il y a des capitales qui ont été affectées de façon absolument significative, ça c'est nouveau, donc première fois l'Afrique de l'Ouest, et des nations entières. Et vous voyez qu'il y a encore, c'est surtout dans l'ouest de Sierra Leone, Western Region et la capitale, et encore des cas aussi du côté de Conakry, beaucoup moins au Libéria. Et donc on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une épidémie de cette envergure, en fait une crise humanitaire, et pas les épidémies classiques? Et ce que j'ai appelé un perfect storm, une tempête parfaite, parce que une combinaison de plusieurs facteurs, comme il y a aussi quand même l'absence d'infrastructures sanitaires, certainement au Libéria et en Sierra Leone, mais on peut dire la même chose de la DRC, de la RDC. Mais je pense que fondamentalement, c'est surtout le manque de riposte, le manque d'action au début. Si on a pris une leçon de toutes ces épidémies, c'est que si on agit immédiatement, on peut limiter les dégâts. Et d'ailleurs, en RDC, en août, il y avait une petite épidémie qui a été endiguée par les Congolais, avec MSF, et quand même, le RDC n'est pas le pays le mieux organisé au monde non plus. Le Nigeria a pu limiter les dégâts, le Mali, le Sénégal. Donc, c'est possible. Et c'est vraiment c'est vraiment la faillite de cette réponse initiale qui a été la cause. On voit que les épidémies aujourd'hui ne restent plus des épidémies localisées, mais ça devient un problème. Donc pour terminer, je crois que ce n'est pas terminé, pour commencer, et il ne faut pas oublier que cette épidémie, ces 9 000 morts et ces 23 000 cas viennent d'une seule personne qui était infectée. Parfois on oublie ça. C'est pareil pour le VIH probablement, et là on parle de 80 millions de gens. Et inversement, ce ne sera terminé que quand la dernière personne avec Ebola soit morte ou est guérie sans avoir infecté quelqu'un d'autre. Et ça, pour le prouver, ça va être très compliqué. Ça veut dire qu'il faudra un système de surveillance et d'action, de sensibilisation communautaire à l'échelle de 3 pays, de ces 3 nations, parce qu'il y a une mobilité énorme à travers les frontières. Donc, je crois que maintenant, la priorité n'est plus les centres de traitement et d'isolement, parce que ça, c'était la base de la stratégie maintenant et des enterrements sans danger. Maintenant, c'est l'engagement de la communauté, mais surtout en Guinée, il y a maintenant de la violence au niveau des communautaires vis-à-vis des gens qui s'occupent de Ebola, etc. Les enterrements à risque continuent et on ne détecte toujours pas tous les cas. Il y a donc des nouveaux cas qui apparaissent dans les centres de traitement et dont on n'avait aucune idée, qui n'étaient pas connus par les contact tracing. Donc, il y a encore du travail à faire et de là aussi l'importance, à mon avis, de continuer à investir dans les essais vaccinaux parce que ça pourrait changer tout. On n'est pas sûr de pouvoir vérifier, démontrer l'efficacité d'un vaccin à une époque où l'incidence est en train de baisser, mais l'alternative de ne pas l'essayer n'est pas une option. Parce que dans ce cas-là, quand il y aura la prochaine épidémie, il faudra recommencer de zéro. Et donc, il y a un essai qui a commencé au Libéria et un autre à Sierra Leone, donc avec
les 3 vaccins qui sont en cours d'expérimentation humaine de GSK, Merck et Janssen Crucell. Voilà, et donc je crois que ça c'est, en plus de tous les efforts de stopper l'épidémie, c'est de ça qui est maintenant une priorité aussi. Je vous remercie de votre attention.